Aujourd'hui, la logique d'intervention, type de projet et chaîne de valeur, un peu les concepts qu'on va aborder. Donc pour rappel, alors les questions de logique d'intervention et du programme et du projet. Dans un premier temps, le programme, donc ce programme 2021-2027 à Interreg Sudway, il part d'une série de constats, d'enjeux en réalité, de problématiques et essaye de résoudre, d'apporter des solutions aux problèmes qui ont été identifiés. Donc, comme vous voyez, il y a la thématique très large du changement climatique, du capital naturel. On a une thématique qui porte sur l'innovation, une autre thématique sur la question du dépeuplement et du vieillissement, ainsi que du caractère rural assez marqué en fait, du territoire sud-ouest européen. Et puis, dernièrement, une thématique sur l'identité de l'espace, sur toutes les pratiques de coopération. Donc, à partir de ces problématiques, en fait, toujours au niveau du programme, il y a différentes priorités qui ont été identifiées, qui sont les priorités que vous pourrez retrouver si vous allez consulter le programme de coopération. Donc, comme j'ai indiqué, un capital naturel, innovation, innovation sociale et patrimoine en général, et capacité d'impact, la gouvernance en fait. Et donc ces orientations, en fait, ces priorités se traduisent via des orientations stratégiques et ensuite directement dans les objectifs stratégiques, qui sont ceux qu'on va voir ici. Voilà, c'est donc les objectifs spécifiques que vous devez connaître plus spécifiquement, parce que donc on demande à tous les projets de sélectionner un objectif spécifique auquel il va essayer d'apporter une solution, une plus-value. Donc ces objectifs spécifiques sont organisés en fonction des priorités qu'on vient de voir. Et donc l'intérêt pour vous, ça va être essayer justement de faire que votre projet contribue, aille dans le sens en fait de ces objectifs identifiés par le programme, de façon à apporter des améliorations pour les citoyens, pour l'économie sur le territoire sud-ouest européen. Donc ici, vous avez tous les objectifs spécifiques du programme. Alors, pour mémoire, hein, les objectifs spécifiques 4.1 et 6.6 ne sont pas ouverts sur cet appel à projet. On les rappelle juste parce qu'ils existent, mais ils seront ouverts sur les prochains appels à projet. Alors maintenant, en ce qui vous concerne, la logique d'intervention du projet, comment est-ce qu'elle doit être organisée et par la suite, comment elle s'imbrique avec la logique d'intervention du programme. Donc là, c'est le petit schéma qu'on avait vu déjà au séminaire de lancement à Santander. Votre projet, on va dire qu'il la base, c'est d'identifier une problématique, une thématique que vous voulez traiter, et donc essayer d'apporter une solution à une problématique. Mettons si c'est sur un manque d'innovation sur certains territoires ou dans certains secteurs, des problématiques liées au changement climatique. Donc ça peut être des thématiques de sécheresse, par exemple, ou de gestion de l'eau. Voilà, tout un tas de problématiques qui peuvent être abordées. Et donc vous allez identifier un objectif principal du projet, ce que vous allez essayer d'atteindre. Et pour atteindre cet objectif principal, qui est le but final, on va vous demander d'identifier des objectifs spécifiques, un maximum de 3, qui ensuite pourront être déclinés par groupe de tâches. Donc l'objectif spécifique, ça va être une déclinaison de l'objectif principal, disons différents aspects en fait qu'on peut reconnaître de cet objectif principal. Et le groupe de tâches, ce sera la mise en musique en fait opérationnelle de façon à atteindre ces objectifs intermédiaires, objectifs spécifiques. Les groupes de tâches, vous pourrez les organiser à travers des activités. Donc là, c'est aussi très, très opérationnel. En fait, hein, des activités, par exemple, des actions de reconnaissance sur le terrain, des actions sur la bibliographie, ou voilà, essayer d'organiser la structure de votre projet. Les activités pourront donner lieu à l'obtention de livrables, qui sont par exemple une publication scientifique ou une méthodologie, des échelons comme ça, des éléments très concrets que vous allez pouvoir obtenir.
Et ensuite, quelque chose qui pour nous est plus représentatif du projet, vous atteindrez des réalisations. Donc les réalisations sont, alors on le rappellera également, hein, les réalisations, vous n'avez pas forcément une réalisation par groupe de tâches, c'est des éléments qui auront vocation à être diffusés, comme sur le programme actuel, on pourra être amené à les diffuser par exemple nous sur notre site internet, c'est des éléments concrets, alors ils peuvent être immatériels ou matériels, mais toujours ils peuvent être consultables. Et les réalisations contribuent au résultat du projet. On va essayer de voir ça d'une autre façon. Donc, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que les logiques d'intervention du projet et du programme se doivent de correspondre. Elles doivent être imbriquées pour s'assurer que le projet contribue bien aux objectifs spécifiques du programme. Donc, qui sont les objectifs qu'on a vus. C'est-à-dire que vous avez un objectif spécifique du programme, vous, à travers l'objectif principal du projet, vous devez essayer d'avoir une cohérence parfaite, que ce soit totalement transparent, limpide, que l'objectif principal de votre projet va dans le même sens que l'objectif spécifique du programme. Ensuite, au niveau du programme, il y a des indicateurs de réalisation qui ont été définis. Donc là, pour vous, pour le projet, les réalisations que vous identifiez, elles doivent clairement correspondre, permettre en fait d'alimenter l'indicateur de réalisation. Et la même chose pour les indicateurs de résultats. Le résultat du projet devra permettre d'alimenter les indicateurs du résultat du programme. Parce qu'en fait, nous, au niveau du programme, on a des objectifs qui sont définis, qui sont quantifiés, donc chiffrés, indicateurs de réalisation, indicateurs de résultat, et ces indicateurs sont alimentés uniquement par les projets. Donc c'est grâce à votre contribution qu'ensuite le programme pourra faire un retour à la Commission européenne et donc démontrer des résultats obtenus. Donc c'est ce que je viens de dire, l'objectif principal du projet est conforme à un objectif spécifique du programme, ça c'est la première chose que vous devez vérifier. Si vous avez un doute, comme on dit, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. En réalité, il faut que ce soit totalement clair. Donc, effectivement, si vous avez un doute, demandez-vous en premier lieu si c'est vraiment l'objectif spécifique que vous devez auquel vous devez essayer de contribuer, ou est-ce qu'il y a un autre objectif spécifique qui est plus adéquat, ou même peut-être est-ce que finalement votre idée de projet peut-être qu'elle ne rentre pas dans le cadre de ce programme. Ensuite, au niveau de l'IAP, de l'organisation interne du projet, les objectifs spécifiques du projet que vous avez définis sont cohérents avec les réalisations que vous avez prévues. Ça, c'est la cohérence interne du projet. Et puis, ce qu'on vient de voir, c'est les réalisations prévues du projet contribuent aux indicateurs de réalisation du programme et les résultats prévus du projet contribuent aux indicateurs de résultats du programme. Alors justement, comme on parle beaucoup des indicateurs, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc les indicateurs, là il y a une orientation forte en fait qui est donnée par le programme, puisque c'est le programme lui-même qui fixe les indicateurs. Donc là vous êtes obligé de rentrer dans ce cadre. Et pour une bonne raison, c'est que ça permet d'orienter les porteurs de projets vers certains types de réalisations et de résultats à atteindre. C'est-à-dire clairement, on vous oriente pour aller dans une direction donnée, qui nous semble, qui a semblé en tout cas aux personnes qui ont rédigé le programme être la meilleure direction, la plus efficace. Et également, ça vise à faciliter la mesure des indicateurs et la consolidation à l'échelle du programme. Alors, au niveau du projet, une réalisation principale de projet est une réalisation qui peut être capturée par un indicateur de réalisation du programme. C'est-à-dire qu'on va mesurer, en fait, on va pouvoir mesurer votre réalisation, un chiffre de temps, et ça permet de contribuer à l'indicateur de réalisation du programme. Et en même temps, cette réalisation contribue au résultat du projet. Et donc, comme je disais précédemment, tous les groupes de tâches ne sont pas tenus d'avoir une ou plusieurs réalisations principales. Ça, c'est un doute qui est assez récurrent. Mais justement, il y a 3 groupes de tâches maximum. Sur ce nouveau programme, vous pouvez définir jusqu'à 3 groupes de tâches. Ne vous sentez pas obligé
de mettre 3 réalisations simplement parce que vous avez 3 groupes de tâches, ce serait contre-productif. Essayez de définir le nombre de réalisations, 1 ou 2, le nombre qui va être vraiment nécessaire. Comme on va voir, en fait, plus souvent, vous serez sur 2 réalisations. Et ça pourrait être une seule. Donc, les indicateurs. Alors, on a dans la première colonne les types de réalisation que les projets peuvent avoir. Alors, pour mémoire, en fait, il y a les actions pilotes, c'est un peu spécifique parce qu'on est aussi, quand on parle des actions pilotes, c'est aussi un critère d'éligibilité du projet. C'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on demande obligatoirement que tous les projets réalisent des actions pilotes. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, le projet ne serait pas éligible. Donc, de toute façon, ça va être obligatoire. Après, on a également un autre type de réalisation qui sont les stratégies et plans d'action. On est sur 2 choses différentes. C'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Si c'est possible d'avoir les deux, c'est sans doute mieux. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire pour que le projet puisse être évalué, mais ça va rentrer en fait dans le qualitatif du projet. Au niveau de l'évaluation, le fait que le projet définisse une élaboration d'une stratégie, d'un plan d'action, ça va lui permettre quand même d'obtenir une meilleure note, même si ce n'est pas un élément bloquant. Et le motif, c'est qu'en fait, les indicateurs de réalisation du programme que vous devez sélectionner, puisque c'est obligatoire. Donc, c'est d'un côté les stratégies et plans d'action élaborés conjointement, et d'un autre côté, des actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le contexte de projet. Donc, voilà, c'est pour ça que pour rentrer directement dans ces cases-là, les 2 types de réalisation, c'est stratégie et plan d'action et action pilote. Et ensuite, les indicateurs de résultats des projets. Alors, on aura l'occasion de voir, en fait, on n'est pas tout à fait sur le même plan que les indicateurs de réalisation. On retrouve, il y a une cohérence, parce qu'on retrouve les stratégies et plans d'action communs qui sont adoptés par des organisations. Donc, c'est en cohérence avec l'indicateur de réalisation. Et les solutions adoptées, donc là, c'est cohérent avec les actions pilotes. Et donc, on a un autre indicateur de résultat qui découle en réalité des 2 premiers. C'est de mesurer des organisations dont la capacité institutionnelle a augmenté grâce à leur participation des activités de coopération. Donc, l'idée, en fait, c'est que les indicateurs de réalisation, on est vraiment sur la période d'exécution du projet. On va mesurer ce qui est élaboré dans le cadre du projet. Par exemple, les actions pilotes, c'est clairement des actions de test d'une pratique donnée, alors qui est élaborée conjointement, quelque chose qui est nouveau en fait, et donc qu'on veut tester. Donc ça, c'est dans le cadre du projet. Les indicateurs de résultats, là, on se projette après l'exécution du projet, jusqu'à 1 an après l'exécution du projet, et on mesure les stratégies ou plans d'action qui ont été adoptés et pas uniquement élaborés. Et on mesure les solutions également, donc solutions qui découlent des actions pilotes qui ont été adoptées. L'action pilote, on était sur la phase de test, et donc on voit si ça fonctionne pas, il faut peut-être l'ajuster. À partir de là, on tire une solution et on va demander à ce que la solution soit adoptée ou développée par des organisations jusqu'à 1 an après la fin d'exécution du projet. Voilà, pour préciser, en fait, le postulat du programme, c'est que chaque projet doit permettre à minima, alors là on dit à minima parce que c'est vraiment le minimum pour rentrer dans les cases, pour respecter, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une ambition quand même supérieure. Donc c'est de développer une stratégie commune, donc indicateur de réalisation, une stratégie commune minimum pour tout le projet. Ensuite, qui peut donner lieu à un plan d'action. Alors, si vous voulez, après, on pourra avoir les définitions pour bien différencier stratégie et plan d'action. Un autre postulat, donc, c'est qu'ensuite, cette stratégie ou ce plan d'action soit adopté par au moins un organisme. Donc là, on est
Ça peut être un organisme du partenariat ou en dehors du partenariat. Ça compte aussi. Au niveau des actions pilotes, on demande au minimum qu'il y ait une action pilote par projet pour l'indicateur de réalisation. Et pour l'indicateur de résultat, on demande que une ou plusieurs solutions soient adoptées ou appliquées par au moins 2 organismes dans deux pays participants. Donc ça ne fait pas 4 en fait, hein, c'est vraiment 2 qui représentent 2 pays différents. Donc ça c'est l'indicateur de résultat. Et en corrélation, en fait, on demande que le projet permette d'accroître les capacités d'au moins 2 organismes dans 2 pays différents, 2 pays participants différents. Et donc là, c'est le dernier indicateur de résultat. Alors tout ça, vous pouvez le consulter dans la fiche 4 également du guide Sudoé pour avoir plus de détails. Mais voilà pour les notions générales. Et donc, maintenant, j'espère que ça peut lancer le débat. Donc, on vous laisse la parole. Vous pouvez lever la main et puis on vous propose, comme la semaine dernière, d'ouvrir votre micro pour poser votre question. Donc, Monsieur Caro, Guillaume Caro. Oui, bonjour. Comité d'agglomération Rochefort-Océan, Caro, en Charente-Maritime. En fait, on est en train de réfléchir dans le cadre d'un programme sur une activité industrielle Sud-Europe, Portugal, Espagne, France. Et on voulait savoir si là, cette présentation permettait aussi de traiter, d'échanger sur le programme ou sur la probable candidature que nous pourrions faire au-delà de la logique d'intervention des programmes Sud-Ouest. Parce qu'on avait quelques questions par rapport au budget, des choses comme ça, où on revient plutôt vers ce programme lui-même, ou est-ce on avait quelques questions. Je ne sais pas si on peut les traiter dans ce cadre-là. Alors, pour ce qui est de vraiment voir en particulier le contenu des idées de projet que vous avez, ou si vous avez des doutes vraiment très, très précis, on vous propose plutôt de rentrer en contact directement, soit avec l'autorité nationale, qui reçoit ou soit avec également ici le secrétariat conjoint. On a une série de cafés virtuels en fait à travers le site internet. Alors, je vais vous montrer le site internet. Vous pouvez demander ce qu'on appelle un café virtuel, qui est en fait un entretien d'une demi-heure où vous présentez votre idée de projet, puis vous pouvez poser toutes les questions très concrètes que vous voulez. D'accord, très bien. Ouais. Ah oui. Merci à vous. Je vous en prie. Et également, comme vous voyez, on est sur une série de webinaires, donc il y aura un autre webinaire la semaine prochaine sur le plan de travail et le guide de candidature. Très bien. Merci. Ce qu'on vous propose dans tous les cas, c'est de prendre aujourd'hui, dans un premier temps, les questions qui concernent effectivement le focus de ce webinaire. Et puis, s'il nous reste du temps en fin de session, on pourra aussi échanger sur des questions plus larges et effectivement caler en parallèle peut-être un point bilatéral pour échanger plus précisément sur votre projet. Merci en tout cas. D'autres interventions? Alors, Madame Pérez, Juliette Pérez. Oui. Bonjour, merci pour ce webinaire. Je voulais vous demander, en fait, j'ai bien compris la logique entre les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat. Je voulais vous demander comment vous comptiez en fait évaluer l'atteinte des indicateurs de résultats qui sont pas forcément toujours, on va dire, faciles à mener dans le cadre du projet financé qui parfois prennent un petit peu plus de temps. Donc, je ne sais pas dans quelle temporalité vous envisagez de pouvoir l'évaluer et qu'est-ce qui est attendu de nous finalement dans l'évaluation des 3 ans. Voilà. Oui. Alors, bon, là, on peut préciser quand même qu'il y a
même si on demande une ambition quand même forte au projet, il n'y a pas, on n'est pas encore dans une notion d'obligation de résultat. Donc, si ça peut vous tranquilliser déjà dans un premier temps, ça ne va pas conditionner l'aide ou on accepte en fait qu'il y ait des essais, des tentatives et que ce soit un peu différent à la fin. Alors, pour ce qui est de la mesure des indicateurs de résultat, on se positionne vraiment après la fin du projet, donc après les 3 ans, et voire même 1 an de plus, donc la 4e année, à la fin du projet. Et c'est là qu'on irait voir. Alors, pour l'instant, on est en train encore de déterminer comment ça peut être évalué, mais l'idée, c'est d'aller voir, par exemple, si les stratégies ont été adoptées par des organisations ou des solutions. Forcément, ça va se traduire par des délibérations ou des documents qui sont internes aux organismes. Et donc, c'est comme ça que ça pourrait être démontré. Mais bon, pour l'instant, on est encore assez en amont sur ces thématiques. Ce qu'on demande, c'est que au niveau de l'élaboration des projets à ce stade, que vous ayez une vision et donc un objectif, même si après, on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'aléas qui font que ça va être différent. D'accord, d'accord. Merci pour la réponse. Non, c'est vrai que moi, ça me paraît utile parce que nous, on avait essayé de le mettre en place dans notre projet Fleur Locale et on l'a mis en place avec nos propres indicateurs, pas ceux qui sont proposés là. Et dans la temporalité, ce n'était pas évident sur tous les indicateurs qu'on avait imaginé d'obtenir réellement une certitude. On avait des intuitions, voilà. Mais par contre, ce que ça a permis, en effet, c'est de permettre aux partenaires de se projeter dans le changement à atteindre et non pas dans les moyens du changement. Et ça, c'est vrai que ça permet d'acculturer un petit peu différemment l'équipe projet. Voilà. C'est intéressant votre réflexion. Effectivement, même si on n'est pas sur une logique de résultat pur et dur, on est quand même sur une idée de changement. Et donc, on est au-delà d'une logique purement de moyens. C'est ça. Et en fait, nous, on avait mis en place ça, mais j'imagine que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que en fait, tous les 6 mois, on doit remplir la plateforme Issuedway avec, bon, vous la connaissez très bien, toutes ces cases. Et du coup, c'est très morcelé. Et en fait, en général, la culture que moi j'ai pu observer, c'est que rédiger ces cases dans le Issuedway à la remontée de dépenses, on a l'impression finalement que on a joint le livrable, donc on est dans une bonne exécution. Et en fait, on en oublie finalement que la bonne exécution, elle est d'une part administrative, mais d'autre part, elle est également sur le changement majeur qu'on essaye d'impulser dans le cadre du projet. Et en fait, d'avoir parfois ces espèces de millefeuilles d'arborescence, d'accordéon à remplir, etc., on en oublie. Je veux dire, même si on y croit tous les jours, hein, mais on en oublie des fois de se dire, mais non, en fait, l'exécution, ça, c'était pas, je veux dire, c'est pas le changement, ça c'est l'exécution administrative. Le changement, c'est autre chose et ça se mesure différemment, voilà. Oui. C'est vrai que c'est important de conserver la vision d'ensemble quand même du projet à chaque instant. Ouais. Juste pour réagir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a la mesure qui est opérée par le programme. Mais la mesure qui est opérée par le programme, elle est séquencée. Et elle ne correspond pas, en fait, le chaînage entre livrable, réalisation et résultat. Les rapports d'exécution, ils permettent au programme de constater la production des livrables, de constater au fil de l'eau la production des réalisations et, in fine, les résultats dans une temporalité effectivement qui est à définir. Mais là, on adapte, nous, notre lecture en fonction de la faisabilité dans les différentes temporalités nécessaires des résultats. Donc, il peut y avoir des projets sur lesquels le résultat est obtenu dans la durée de vie du projet, des résultats qui sont obtenus à l'issue du projet. Et donc, ça, on cale notre évaluation en fonction de ça. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en tant que porteur de projet, ce chaînage qui est effectivement, comme vous le dites, en fait, est
est vraiment en fait la conduite pour aller vers l'objectif qui est le résultat, il correspond en fait à un pilotage opérationnel et vous en fait à votre suivi fin qui ne correspond pas nécessairement en fait aux étapes conditionnées par la gestion administrative. Donc, pour faire simple, vous pourrez avoir par exemple deux rapports d'étapes qui correspondent en fait à des déclarations de dépenses sur lesquelles en fait il n'y a pas d'évolution sensible, ni des livrables, ni des réalisations par exemple. Et puis avoir d'un coup un saut avec sur la troisième étape une production plus importante de livrables, de réalisations, voire de résultats. Mais ça en fait c'est vous au niveau du consortium qui l'établissez. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important de l'envisager parce que parfois, nous, on a été confrontés à des partenaires qui, du coup, disaient j'ai été dans la bonne exécution. Et moi, je disais il y a la bonne exécution, il y a le changement qu'on veut impulser. Et c'est presque deux discussions séparées. Il y a une réunion sur l'exécution et il y a une réunion sur le changement. Voilà. Exactement, mais on partage tout à fait votre approche. Merci. Ouais. D'autres questions? Vous pouvez lever la main si les personnes qui souhaitaient poser une question ou une intervention. Donc le réseau d'enseignement et... Bonjour, oui, Bonjour. excusez-moi. Soraya Kassemi, pharmacienne au CHU de Toulouse. J'ai écouté attentivement la demi-heure de présentation et vous aviez précisé que peut-être vous reviendrez sur la terminologie entre stratégie et plan d'action. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous avez insisté sur le fait que les actions pilotes sont obligatoires dans le cadre de l'évaluation donc du projet qui va être déposé et les stratégies et plans d'action ne sont pas obligatoires mais permettront de bénéficier d'une meilleure note, c'est ça? Du coup, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces notions? Donc en action pilote, vous avez donné des exemples, une phase de test d'une pratique nouvelle, par exemple. Voilà, je me permets de vous demander un peu plus de détails sur ces notions, s'il vous plaît. Oui, merci justement de la question. Oui, c'est un élément que je pense qui est intéressant d'apporter. Donc, entre stratégie et plan d'action, un plan d'action, en fait, on pourrait dire c'est plus opérationnel. Alors, la stratégie, c'est le fait d'établir une méthode ciblée pour atteindre un objectif dans un domaine spécifique. Donc là, dans le cadre de vos projets, on demande que la stratégie soit élaborée conjointement au sein du partenariat. Donc c'est important justement parce qu'on est sur des projets de coopération, donc de ne pas faire des stratégies qui soient individuelles, mais bien le résultat d'un travail en commun. Donc la stratégie, en fait, elle peut comprendre un ensemble de documents, de plans, elle peut fixer des objectifs à atteindre ou une vision à long terme. En fait, c'est un peu, ça pourrait être une stratégie quasiment politique, alors enfin, en mettant des nuances à ce terme, parce qu'on n'est pas forcément sur des organisations de ce type, mais vraiment une vision à long terme pour apporter un changement. Donc ça, ce serait un peu la stratégie. Donc elle doit être élaborée conjointement, elle doit être disponible avant la fin du projet, et ensuite, au niveau indicateur de résultat, elle doit être adoptée par au moins une organisation, au maximum l'année qui suit l'achèvement du projet. Pour le plan d'action, j'aurais tendance à dire que on demanderait au minimum une stratégie par projet. Après, s'il est possible de la décliner en plan d'action, c'est souhaitable. Ça ne va pas forcément toujours être le cas, mais c'est quand même intéressant parce que le plan d'action traduit en action concrète la stratégie. Donc, c'est vraiment des actions qui vont être mises en place. L'idée, c'est d'atteindre l'objectif qui est fixé dans la stratégie. Et dans le plan d'action, on définit les ressources, le calendrier, qui va faire quoi, donc les responsabilités, les tâches des partenaires. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc,
Le plan d'action doit aussi être disponible avant la fin du projet et être adopté maximum l'année qui suit la fin du projet par une organisation. D'un autre côté, alors, actions pilotes, on serait sur une mise en œuvre vraiment concrète, une action de test. Le but, c'est de tester de nouveaux dispositifs. Donc, quand on dit nouveaux dispositifs, on peut parler de services, d'équipements, d'outils, de méthodes de travail, d'approches. C'est toujours des actions à caractère expérimental et démonstratif. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'actions pilotes. Elles peuvent être centrées sur un territoire ou sur plusieurs territoires. L'important, c'est que ce soit ici aussi élaboré conjointement et qu'on puisse tirer des conclusions conjointes. Et à l'issue de l'action pilote, en fait, on peut avoir des ajustements, on peut voir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Mais le but, c'est ensuite de le mettre en œuvre. Et donc, pour le mettre en œuvre, c'est là qu'on parle de solutions. Donc les solutions, c'est les méthodologies, les études, les outils, technologies ou services, processus donc, qui ont été développés conjointement et qui peuvent être appliqués directement dans une organisation. Et donc là, au niveau du résultat, on demande que ce soit mis en œuvre par 2 organismes au minimum. Et donc la solution, on n'est plus sur un stade expérimental, on est vraiment sur un stade où la solution est opérationnelle et on la met en œuvre. D'accord. Je vous remercie pour ces éclaircissements. Merci. Non. Je ne sais pas si vous avez d'autres doutes sur ces questions, d'indicateurs sur les concepts. Je vois que c'est des questions qui peuvent parfois prêter à confusion, enfin, ou en tout cas, c'est pas toujours évident de les appréhender. Ça paraît limpide. Oui. N'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, à poser des questions dans le chat également. Hein. Oui. Notamment, moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas de questions sur la notion d'adoption des stratégies ou plans d'action, même si Madame Pérez l'a évoqué un petit peu dans son intervention. Du coup, si TUP est aussi limpide, y a-t-il des points en fait qui ne sont pas traités spécifiquement par ce webinaire sur lequel vous auriez des interrogations? Madame Roger, vous avez une question? Je n'ai pas de questions particulières. Bonjour à toutes et à tous. Non, si effectivement il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut rebondir sur la question du monsieur qui est intervenu en début de séance pour savoir sur le positionnement des projets sur les différents OE, etc. Donc, c'est peut-être aussi intéressant d'avoir ces échanges-là, parce que peut-être que beaucoup de personnes se posent les mêmes questions que lui, qui ne font peut-être pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais bon, on a encore 20 minutes sur l'agenda marqué, donc on peut peut-être traiter ces questions-là. Je ne me souviens plus du monsieur c'était monsieur Guillaume Carreau, peut-être? Non, ce n'est pas son nom, c'est Communauté d'Aglo Roche-Forestière. Oui. C'est l'acronyme CARO. D'accord, désolé. Donc, voilà, si vous êtes encore là, monsieur, peut-être on peut prendre votre question et avoir cet échange-là. Oui, oui, alors moi je ne suis pas sûr forcément qu'on soit dans le bon cadre pour vous poser cette question, parce que nous, elle traite direct. Moi, j'ai des questions particulières sur le budget,
sur le programme européen dans lequel on souhaitait peut-être s'inscrire. Et je ne suis pas sûr que ce soit là le bon lieu pour en parler. Je suis même pas sûr qu'on puisse communiquer. Parce qu'on est dans un cadre d'un programme bien spécifique. Et là, on n'a pas encore candidaté, mais on a déjà des échanges avec ce programme, avec les partenaires du Portugal, Espagne et France. Et on a des questions sur la nature du financement, etc. Enfin, sur la nature du financement, sur les taux de financement, qu'est-ce qu'on met est-ce que c'est 75%, 25%, 50%? Est-ce qu'on peut valoriser du temps agent, etc. Donc, je ne sais même pas si là, dans le cadre de cette réunion, on peut traiter le sujet-là. Oh. Et je pensais, on a été invité, moi je pensais qu'on était invité sur ce sujet-là. Donc là, c'est plus sur la présentation générale des programmes Sud-OE, la logique d'intervention, le document, le PDF que vous avez sous les yeux, nous on l'a déjà eu avant. Donc voilà, je suis désolé, mais je ne sais pas si on peut. Moi, je peux traiter. Sinon, moi, ce que je peux vous proposer, enfin, sous réserve que Isabelle, tu puisses le valider, y compris techniquement, si la session peut se poursuivre après 11 heures et que vous êtes disponible, nous on est disponible aussi, on peut se prendre un temps en aparté en conservant. En aparté plutôt, ouais. Voilà, en restant sur la session pour répondre à vos questions. Moi, j'avais juste une observation hein, pour revenir par contre sur les sujets sur lesquels on était. Alexandre, tu l'as évoqué. Dans la quantification en fait des indicateurs, il y a des minimums requis. Ces minimums requis, en fait, ils correspondent aux objectifs minimums qu'a convenu le programme avec la Commission européenne. C'est donc le minimum requis au niveau de chaque projet, mais ça ne doit pas être considéré en fait comme l'objectif unique et indépassable. C'est-à-dire que si, par exemple, l'indicateur dans les spécifications de l'appel à projet indique que la stratégie doit être adoptée par au moins un organisme, c'est le minimum requis. Mais ce n'est pas l'horizon que vous devez vous fixer. L'horizon que vous devez vous fixer, c'est d'essayer d'optimiser l'application, l'adoption de cette stratégie par un nombre d'organismes plus important. Voilà, juste pour faire le distinguo entre minimum requis et capacité de production des projets, puisque bien entendu, il y a l'éligibilité et ce minimum requis, mais il y a aussi en fait l'évaluation en opportunité, et plus un projet aura d'impact, plus naturellement il sera valorisé. Voilà. Il y a une question dans le chat du coup. Oui, c'est une question de Marianne Perrault qui nous demande concernant les solutions des outils de type signalétique, donc par exemple au niveau du tourisme, ou de démarches de labellisation à territoire sont-ils considérés comme des solutions? Alors, pour ce qui est la signalétique, je pense que après avoir un peu l'opinion, mais à mon avis, ce ne serait pas une solution en tant que telle, ce serait une partie de la solution. À mon avis, la solution aurait quand même vocation à être un peu plus globale. En fait, l'idée, c'est quand même, on découle d'une action pilote, expérimentale, donc qui visait à mettre en place une méthodologie, une approche nouvelle, différente de ce qui a pu se pratiquer précédemment. Cette approche, elle peut comprendre tout un tas d'aspects pratiques, de signalétique ou, voilà, comme vous l'indiquez, de démarche de labellisation. Et donc, à partir de là, on voit si l'approche, disons, conceptuelle, en fait, fonctionne. Et c'est à ce moment-là qu'on a la solution. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on aurait vraiment des aspects ici très concrets de ce qui pourrait être la solution. Après, à définir, en fait, quelle est la solution. L'idée, c'est de savoir la signalétique, dans quel cadre, pourquoi, en fait, à quoi va servir la signalétique, ou quelle est la philosophie, la logique qu'on a derrière cette signalétique ou derrière la démarche de labellisation. Et c'est là qu'on aura la solution, à proprement parler. Pas sur les aspects vraiment concrets de mise en œuvre. Oui, bonjour. D'accord. Donc, en fait, d'après ce que je comprends, les solutions, oui, c'est ce que je me suis dit. En fait, les outils type signalétique, c'est plutôt
on va dire, un livrable qui ferait partie d'une solution, comme vous dites. Et moi, de ce que je comprends, en fait, c'est que les solutions, elles ont une dimension politique assez importante puisqu'elles doivent être adoptées par les organismes qui gèrent les territoires, quoi. Donc, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une dimension politique derrière avec une volonté de les implémenter dans le fonctionnement et dans la gestion du territoire. Oui, oui, oui. C'est Et donc, une c'est ça, hein, ouais. nouvelle méthode de travail, par exemple. Oui. Je dis, une D'accord. solution, c'est ça, dans les cas où en fait on parle où on est dans un objectif politique. On peut être aussi, Ouais, et là je ne c'est sais ça. pas pour vous, mais pour d'autres porteurs de projets, on peut être aussi dans une démarche technologique, et dans ce cas-là, la solution, c'est la technologie. Oui. D'accord. D'accord. Et une démarche de labellisation, donc la labellisation d'un territoire sur son... Enfin, je pense aux villes et pays d'arrêt d'histoire, par exemple, le label Villes et pays d'arrêt d'histoire, ça, c'est pas considéré comme une solution non plus, c'est considéré comme faisant partie d'une solution. C'est ça? Oui, je pense. D'accord. Parce qu'en fait, la labellisation en tant que telle, l'idée, c'est de se demander quel est le rapport entre la labellisation et vraiment les objectifs spécifiques du programme. Et la labellisation en tant que telle, elle peut servir à plein de choses différentes, mais il doit y avoir une philosophie derrière qui Ouais, motive le fait il d'être y a une labellisé. démarche, il y a une démarche plus globale Mm. en termes de mise en valeur d'un territoire. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est par exemple un territoire qui, au niveau touristique, n'est pas du tout valorisé et donc on va essayer de compenser. Ici, on retrouve de nouveau la question de la ruralité. Parce que c'est par exemple ce type de démarche d'essayer de faire ressortir ce territoire par rapport à d'autres pour vraiment apporter un changement ou d'autres types de démarches. D'attirer des D'accord. entreprises ou... D'accord. Ouais, donc oui, donc les solutions, elles doivent vraiment en effet être déterminées au sein du consortium en accord avec tous les partenaires, quoi. D'accord, je vous remercie. Merci. Juste pour compléter par rapport à l'exemple que vous prenez, la labellisation Pays d'Arrêt d'Histoire, c'est un dispositif qui est national. Là, on est sur un programme de coopération. Et en fait, l'idée, en suivant votre logique, ça serait de voir comment on peut élaborer une stratégie conjointe en tirant parti en fait des expériences et des actions pilotes que vous pouvez mener sur un territoire plus large que celui qui ouvre droit à la labellisation Pays d'Arrêt d'Histoire, que cette stratégie ou cette solution vous amène à une labellisation, c'est une conclusion nationale d'une démarche transnationale. Oui, alors là, c'est vrai que je parle au niveau franco-français, mais en fait, moi, j'ai soumis cette idée aux partenaires du projet, qui serait déposé, en disant, en demandant si des labels du même genre existaient au Portugal, en Espagne, parce que du coup, ça pourrait être une démarche commune à tous les pays partenaires de labelliser, de demander la labellisation des territoires concernés. Chacun à son échelle, quoi. Mais je n'ai pas eu de réponse, donc voilà. En fait, si vous voulez, dans la logique qui est celle exposée par Alexandre tout à l'heure, effectivement, le projet, il pourrait avoir vocation en fait à bâtir une stratégie ou un plan d'action conjoint qui, une fois déployé par chaque territoire dans sa sphère, pourrait donner lieu effectivement à une labellisation. Une labellisation qui aurait été obtenue en fait par le biais en fait d'une méthode d'action. Oui, voilà, c'est ça. Enrichi de différentes approches. C'est ça, ouais. Voilà, tout à fait.
Ouais. Et peut-être même aussi, enfin, il y a beaucoup de projets souvent qui partent justement de ces différences qui peuvent exister entre les différences de situation entre les différents États, différents pays. Justement, c'est l'intérêt que ce soit transnational. Donc, si ce type de label n'existe pas justement en Espagne et au Portugal, peut-être que ça peut être un point d'accroche à partir duquel vous pouvez partir, définir une série de critères que vous devriez respecter. Par exemple, ce serait sur une stratégie commune, et puis à partir de là, décliner et une déclinaison nationale, locale. D'accord. Pas de nouvelles mains levées non plus. Oui, Madame Pérez, non, une nouvelle question? Oui, puisqu'on élargit, j'ai un doute, parce que j'ai dû m'absenter avant la fin du dernier webinaire. Oui. Concernant le partenariat et la représentativité de la chaîne de valeur. En fait, je me demandais si cette représentativité devait se rencontrer dans le partenariat principal ou si on intégrait également les partenaires associés. Je demande ça précisément. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une expérience d'intégration comme partenaire d'acteurs économiques. Et en fait, dans notre approche, c'est pas forcément pertinent parce que tous les acteurs économiques n'ont pas forcément une vision très collective, coopérative. Parfois, il y en a certains qui peuvent du coup voir le projet ou le financement du FEDER comme une opportunité pour développer leur propre business et pas forcément en interaction à plusieurs quoi. Donc du coup, nous, on s'est dit qu'on allait travailler avec des professionnels, mais pas dans le partenariat direct, plutôt dans le partenariat associé. Et via, par exemple, on pensait associer, on est en discussion des fédérations de professionnels, par exemple du paysage, ce genre d'interprofession, ou des chambres de commerce en Espagne qui représentent certaines professions intéressantes pour nous. Donc voilà, je voulais une précision sur ça, sur est-ce que la chaîne de valeur doit être couverte à l'échelle du partenariat principal ou de tout le partenariat? Alors là, on a une première notion qui est ce qui est obligatoire, alors qui ne va pas forcément couvrir toute la chaîne de valeur, mais c'est vraiment le minimum obligatoire dans l'appel à projet. Donc ici, on prend l'exemple de l'objectif spécifique 2.4, mais vous pouvez aller voir sur l'objectif spécifique qui vous intéresse. Quand on indique devra inclure au moins une entité de chacun des types d'entités, donc autorité publique, agence ou organisme délégué, organisme scientifique et technologique. Là, on demande que ces organismes soient présents dans le partenariat en tant que, c'est ce qu'on indique en fait, bénéficiaire qui demande une aide FEDER. Donc, il faut qu'ils soient présents dans le partenariat. Et on ne peut pas, si jamais vous avez des entités d'Andorre qui sont présentes, on ne peut pas les prendre en compte non plus parce qu'elles ne reçoivent pas de FEDER. C'est nécessairement un membre du partenariat qui vient de France, d'Espagne ou du Portugal. Après, si vous pensiez peut-être à la chaîne de valeur sur l'aspect plus critères d'évaluation qualitatif, de démontrer que au-delà de ce minimum obligatoire, vous représentez toute la chaîne de valeur, parce qu'on peut avoir d'autres types d'entités en fait qui ne sont pas mentionnées ici. Là, vous pouvez tout à fait utiliser le concept de partenaire associé. Si vous ne pouvez pas prendre ces entités en tant que bénéficiaires, les avoir en tant qu'associés, c'est quand même un élément assez fort sur lequel vous pourrez appuyer votre argumentaire. Juste en complément, ceux qui sont obligatoires, c'est forcément des bénéficiaires, donc au sens bénéficiaire de FEDER. Ceux qui ne sont pas obligatoires peuvent être des bénéficiaires associés, mais attention quand même,
puisque un bénéficiaire associé, il est très difficile pour un évaluateur de mesurer son implication réelle dans le projet. Et donc, il faut que vous donniez des éléments qui permettent de rassurer les évaluateurs sur le fait que bien que ces acteurs complémentaires de la chaîne de valeur ne soient que associés, avec plein de guillemets, l'implication que vous lui demandez et à laquelle s'engage, entre guillemets, puisque là c'est quand même très déclaratif, permettra en fait d'atteindre les objectifs du projet. Donc c'est vraiment sur le principe, oui, donc oui à votre question, mais attention quand même à la fois à votre constitution du partenariat. Et il y a bien l'assurance en fait que vous avez quand même des acteurs associés mais réellement motivés, et essayer d'argumenter de manière assez claire pour qu'il n'y ait pas de réticence en fait des évaluateurs par rapport à un montage qui, vu de l'autre côté, c'est-à-dire si vraiment, pourrait être alibi. Je comprends. Et juste donc pour bien comprendre ce qu'a dit Monsieur Le Gall, donc nous par exemple ce qui nous intéresse c'est l'OS 2.7. Il y a écrit donc dans le programme en page 56, les acteurs clés de la chaîne de valeur sont donc les autorités publiques, les réseaux de parcs naturels, les organismes scientifiques, les organisations de la société civile, les petites et moyennes entreprises. Ce que vous dites Monsieur Le Gall, c'est que ça doit se retrouver dans le partenariat direct bénéficiaire obligatoirement, c'est ça? Alors. Ce qui est obligatoire, c'est ici. Sur la 2.7, il n'y a que les autorités publiques qui sont obligatoires. Ah, alors excusez-moi, où est-ce que je trouve ceux qui sont obligatoires? Parce que je ne suis pas sûre de lire au bon endroit. Parce que moi, je regarde acteurs clés de la chaîne de valeur, mais je ne vois pas là où c'est obligatoire. Ah, la différence, c'est qu'en fait, quand c'est obligatoire, on indique devra. Et ici, bon, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. On met pourra. C'est dans le texte de l'appel à projet. C'est dans le texte de l'appel à projet. Ok, j'étais dans le programme. Entendu. Ça va, merci. Merci de cette précision. Oui, c'est vrai que c'est un critère qui peut être amené à varier sur chaque appel à projet. Et alors oui, je rebondis aussi pour anticiper un doute qu'on a pu avoir fréquemment. Alors, je pense que ça ne doit pas être... vous ne devez pas avoir cette question, Madame Pérez, mais aussi pour vous préciser qu'il est important de différencier bénéficiaires, partenaires associés et prestataires. Parce que alors forcément, les bénéficiaires, c'est clairement, on n'est pas sur des prestataires, mais de la même façon, les partenaires associés ne sont pas non plus n'ont pas vocation à être des prestataires. On a eu parfois des questions sur ce genre de choses. C'était pas ma question, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et en tout cas, merci pour la précision. J'ai bien vu dans l'appel à projet où est-ce que c'était indiqué. D'accord. C'est vrai que comme il y avait les deux, je ne savais pas trop en fait entre le programme, mais c'est vrai que c'est l'appel qui. Oui, vous pouvez sur le site internet. Et puis là, on est au 2.7. Le programme, c'est le cadre général et les textes de l'appel à projet précisent, parce qu'en fait, effectivement, comme le dit Alexandre, ça pourra varier d'un appel à projet à l'autre. Aujourd'hui, les acteurs qu'on requiert dans le cadre de cet appel pourront être inférieurs, supplémentaires, mais toujours dans le périmètre de ce qui est demandé dans le cadre du programme. Entendu, merci beaucoup. Manifestement, plus de questions. Non. Évitez-en au cas où, sinon. Alors, donc pour mémoire, je reviens ici sur les ressources. Parce que je vois que sans doute il y a des personnes qui n'étaient pas présentes la semaine dernière. Donc, pour rappeler qu'on a une série de 3 webinaires où vous pouvez accéder aux vidéos des webinaires
Si vous voulez aussi, si vous avez des partenaires espagnols, portugais, vous pouvez leur demander de consulter parce qu'il peut y avoir des questions qui sont un peu différentes. Et donc la semaine prochaine, on verra la construction du plan de travail et le kit de candidature. Donc des éléments encore plus concrets en fait pour vous permettre de préparer votre candidature, sachant que dès le 1er mars, en fait, vous pourrez accéder à l'application informatique pour commencer à rentrer votre candidature dans Isudoi. On est sur la dernière ligne droite avant le lancement de l'application. Je te laisse conclure, Alexandre. Oui. Donc, alors, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci de vos questions qui ont permis d'enrichir un peu le débat. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt, en espérant vous retrouver la semaine prochaine ou dans le cadre d'un café virtuel. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, avec l'autorité nationale. Ne restez pas avec des questions, sachant qu'on est largement disponible. Absolument. Ne restez surtout pas avec des questions. Donc, n'hésitez pas à mobiliser tous les outils à votre disposition et les personnes qui sont au bout du fil, tant au secrétaire conjoint que des correspondants régionaux ou de l'autorité nationale. On reste donc en ligne avec monsieur de la communauté d'Aglo. Et puis, on vous salue tous en vous disant à la semaine prochaine. Merci. Bonne journée. Bonne journée.